Et si je te disais qu'un seul homme a réussi à mettre toute une ville à genoux, un vétéran silencieux, brisé par la guerre, traqué comme une bête par ceux qu'il avait autrefois juré de protéger. Tout commence un matin d'automne. Un ancien soldat, John Rambo, marche seul sur une route perdue des États-Unis. Son regard vide. La guerre du Vietnam est finie depuis longtemps, mais pour lui, le combat ne s'est jamais vraiment arrêté. Rambo n'a plus d'uniforme, plus d'ordre, plus de mission. Juste un objectif, retrouver son dernier ami encore en vie, Delmar Berry. Mais quand il arrive enfin chez lui, la nouvelle le frappe, Delmar est mort. Pas sur un champ de bataille, mais d'un cancer, causé par les produits chimiques qu'ils avaient respirés là-bas. La guerre a continué à les tuer, même après la fin. Rambo remet à la femme de son ami une vieille photo de leur unité, un souvenir d'un autre temps, puis reprend la route, sans but, sans destination. Juste ce besoin d'avancer, encore. C'est alors qu'il arrive dans une petite ville paisible, au nom presque ironique, oh, espoir. Mais il ne sait pas encore que cet endroit va devenir son enfer. En marchant sur le trottoir, Rambo attire le regard d'un homme, le shérif Wiltis, un policier fier de garder sa ville propre. Pour lui, Rambo n'est qu'un vagabond, un étranger à chasser. Il l'arrête sans raison valable, le met dans sa voiture et le conduit jusqu'à la sortie de la ville. On ne veut pas de gens comme toi ici, lui dit-il froidement. Rambo ne réplique pas. Il descend, regarde l'horizon, et fait demi-tour. Il retourne vers la ville. Et à ce moment précis, la guerre commence. Tisle, furieux, revient en trombe et l'arrête brutalement. Au poste, les policiers le fouillent, trouvent un grand couteau et le traitent comme un criminel. Ils veulent qu'il parle, qu'il s'explique, mais Rambo reste muet. Ce silence les rend fous. Alors, le shérif adjoint, Argalt, décide d'enseigner une leçon au vétéran. Il l'attache, le frappe, lui arrache ses vêtements, lui jette de l'eau glacée au visage. Mais ce qu'ils viennent de déclencher, c'est bien plus qu'une simple colère. Sous la douleur, les flashbacks affluent. Rambo revoit les prisons vietnamiennes, les cris, les humiliations, les tortures. Et soudain, quelque chose en lui se brise. Il hurle, se libère, désarme ses agresseurs et s'enfuit à toute vitesse du commissariat. Le chaos éclate. Rambo bondit sur une moto, fonce dans les rues et disparaît dans la forêt. Le shérif Tisle lance aussitôt une chasse à l'homme. Des dizaines de policiers, des chiens pisteurs, des armes, des hélicoptères. Toute une armée pour un seul homme. Mais ils ne comprennent pas encore à qui ils ont affaire. Rambo n'est pas un fugitif ordinaire. C'est un soldat d'élite, formé pour survivre là où personne d'autre ne peut. Et dans cette forêt, il est chez lui. Ce qui devait être une simple arrestation se transforme en guerre ouverte entre la loi et un fantôme du Vietnam. Autour de lui, la nature devient son unique allié. Avec un vieux chiffon trouvé dans les buissons et quelques morceaux de corde, il fabrique une tenue de fortune, un camouflage presque parfait. L'homme redevient soldat. Mais au-dessus de lui, le bruit assourdissant des pales d'un hélicoptère brise le silence. À bord, Argalt, le même adjoint qu'il avait torturé quelques heures plus tôt. Et cette fois, il a une arme. Depuis le ciel, Galt tire sans hésiter. Les balles frappent les rochers, coincés au bord d'une falaise, sans issue, il n'a qu'une seule option, sauter. Il se jette dans le vide. La chute est brutale. Son corps s'écrase dans les branches d'un grand sapin avant de heurter le sol. Une douleur atroce lui traverse le bras, il s'est profondément ouvert, mais il est vivant. Au-dessus, l'hélicoptère revient à la charge. Rambo attrape un rocher, vise, et le lance de toutes ses forces. Le projectile heurte la cabine, le pilote perd le contrôle, et Galt bascule dans le vide. Son corps s'écrase violemment sur les rochers. Mort sur le coup, essoufflé, blessé, Rambo pense s'appeler comme il peut, avec un morceau de tissu arraché. Il regarde vers le ciel et crie « Je ne voulais tuer personne. C'était un accident. » Mais au lieu de l'écouter, la police ouvre le feu. Des rafales sifflent à travers les arbres. Alors Rambo s'enfonce plus profondément dans la forêt, le seul endroit où il a encore une chance de survivre. Quelques heures plus tard, la radio du commissariat grésille. Le nom du fugitif tombe enfin. John J. Rambo, ancien béret vert, héros de guerre, décoré pour bravoure, formé pour la survie, le combat rapproché et la guerre psychologique. Le silence se fait. Certains policiers comprennent qu'ils viennent de réveiller un monstre qu'ils ne peuvent plus contrôler. Mais pas le shérif Tisle. Aveuglé par l'orgueil, il refuse d'abandonner. Il veut prouver qu'il peut arrêter ce vagabond, à n'importe quel prix. Ce qu'il ignore, c'est que Rambo a déjà transformé la forêt en champ de bataille. Des pièges invisibles, des embuscades, des fils tendus entre les arbres. Les uns après les autres, les policiers tombent dans ces pièges, sans jamais le voir. Jusqu'à ce que Rambo surgisse derrière Wiltis, son couteau froid posé contre la gorge du shérif. Son regard, calme mais déterminé. Je ne veux pas te faire de mal, mais si tu continues, je te jure que ce sera pire que dans tes pires cauchemars. Puis, comme un fantôme, il disparaît dans la brume, emportant un talkie-walkie de la police pour écouter chacun de leurs mouvements. Au lever du jour, les autorités établissent un véritable quartier général à la lisière de la forêt. Des tentes, des camions militaires, des projecteurs. La garde nationale est appelée en renfort. L'affaire a pris une ampleur nationale. Un seul homme, contre tout un appareil de l'État. C'est alors qu'un homme arrive sur place, le colonel Sam Trotman. Son ton est posé, mais ses mots sont lourds de sens. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Cet homme, je l'ai formé. Rambo est une arme humaine. Même à 10 contre 1, vous n'avez aucune chance. Il supplie les autorités de le laisser fuir, d'attendre qu'il redescende de lui-même. Mais Wiltis le refuse d'écouter. Pour lui, c'est une question d'honneur, une question d'ego. Trotman finit par contacter Rambo par radio. « John, il faut que tu arrêtes. C'est fini. » Mais de l'autre côté, une voix rauque, fatiguée, répond « Ces flics n'avaient pas le droit de me faire ça. Je marchais, tranquille. C'est eux qui ont déclaré la guerre. » Et la ligne se coupe. Le silence revient, un seul homme dans les bois, blessé, traqué, mais plus dangereux que toute une armée. Alors que la nuit tombe sur la forêt, la chasse continue. Les hommes du shérif Wiltis le croient enfin tenir leur proie. Des traces de pas, de la fumée aperçue au loin. Ils pensent que Rambo est à bout, mais ils n'ont toujours pas compris à qui ils ont affaire. Isolé, épuisé, Rambo se cache dans une grotte perdue au cœur des montagnes. Son corps est couvert de plaies. Il sait que, s'il veut survivre, il doit reprendre des forces. Alors
Alors, dans le froid glacial de la nuit, il fabrique une lance de fortune, chasse un sanglier et allume un petit feu. C'est le premier vrai repas qu'il mange depuis des jours. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'au même moment, une unité spéciale s'approche déjà de sa cachette. Au lever du jour, un bruit assourdissant secoue la montagne. Les hélicoptères encerclent la zone. Une pluie d'explosifs s'abat sur la grotte. Les roches éclatent. Depuis leur radio, les soldats annoncent « Cible neutralisée, mission accomplie ». Ils jubilent, persuadés que le cauchemar est terminé. Mais sous les décombres, Rambo est toujours vivant. Blessé, couvert de poussière, il rampe dans l'obscurité. Autour de lui, tout n'est que silence. Il déchire un morceau de sa tenue, y met le feu, et crée une torche artisanale. La lumière vacille, mais elle suffit. Pas à pas, il s'aventure plus profondément dans la caverne. Des chauves-souris surgissent de nulle part, heurtant son visage. Mais il avance, toujours, jusqu'à apercevoir, au loin, un mince filet de lumière. La sortie. Encore une fois, il échappe à la mort. Dehors, un camion militaire roule sur la route de montagne. Rambo surgit de nulle part, l'arrête et en prend le contrôle. À l'intérieur, des munitions, une mitrailleuse lourde, des explosifs. Tout ce qu'il faut pour riposter. Il laisse le chauffeur vivant, mais celui-ci donne aussitôt l'alerte par radio. Il est en vie. Rambo est toujours en vie. Quand la nouvelle atteint le shérif Tisle, c'est la panique totale. Son visage se fige. Son pire cauchemar vient de ressusciter. Fou de rage, il hurle dans la radio, « Feu à vue, je veux qu'on le stoppe, maintenant !» Les voitures de police se lancent à sa poursuite. Rambo garde son calme, mais quand les balles commencent à siffler autour de lui, il en a assez. Un coup de volant violent, et la voiture des policiers explose dans une boule de feu. Ce n'est plus une chasse, c'est une guerre ouverte. La route le mène jusqu'à un pont bloqué par les forces de l'ordre. Des gyrophares, des fusils braqués, des barricades. Mais Rambo n'a plus rien à perdre. Il accélère, fonce droit devant, traverse le barrage dans un vacarme d'explosions. Les voitures volent, les vitres éclatent, le chaos envahit la ville. Pour semer la confusion, il fait exploser une station-service. Les flammes illuminent tout le centre-ville. Puis, armé de la mitrailleuse montée sur le camion, il tire dans les rues, non pas sur les civils, mais sur les bâtiments, les véhicules, les poteaux électriques. Une seule règle, terroriser sans tuer. En quelques minutes, la ville paisible de Hope devient une zone de guerre. Les sirènes hurlent, les habitants courent se mettre à l'abri. Le shérif Tisle, lui, ne fuit pas. Il regarde les flammes, le visage crispé. C'est moi qu'il veut. Qu'il vienne. Il ordonne l'évacuation des civils et se prépare à l'affrontement final. Pendant ce temps, le colonel Sam Trottement arrive sur place. Il supplie le shérif Will Tisle, la voix tremblante d'urgence. Laisse-le partir, oui, tu vas condamner tout le monde. Cet homme n'a plus rien à perdre. Mais Tisle refuse d'écouter. L'orgueil a remplacé la raison. Il prend un fusil, grimpe sur le toit du poste de police, et attend dans l'obscurité. Pour lui, ce n'est plus une mission, c'est une vengeance personnelle. De son côté, Rambo prépare méthodiquement son ultime assaut. Tisle, posté sur le toit, scrute les ombres à travers sa lunette. Son doigt tremble sur la gâchette. Il aperçoit une silhouette bouger dans la fumée. Mais avant qu'il ne puisse tirer, Rambo pénètre silencieusement dans le poste de police. Un échange de tirs éclate. Will est touché. Son corps bascule en arrière, s'écrasant sur le sol du haut. Rambo avance lentement, fusil à la main, le regard vide. Il s'apprête à tirer le coup fatal. Mais soudain, une voix retentit. Rambo. Arrête. Si tu tires encore, tu ne sortiras pas vivant. La police t'a encerclé. C'est fini. C'est Trottement. Son ancien commandant. Le silence s'installe. Puis Rambo se tourne vers lui. Ses yeux sont remplis de larmes, sa voix tremble de rage et de désespoir. Tu comprends, colonel? J'ai tout donné à ce pays. J'ai vu mes frères mourir, exploser sous mes yeux. Et maintenant, je rentre ici, et personne ne veut de moi. Pas de travail, pas de maison, rien. On m'a appris à tuer, pas à vivre. Chaque phrase est un cri venu du fond de son âme. Et soudain, le soldat invincible s'effondre. Il pleure, à genoux, brisé, vidé de toute aide. Trottement s'avance doucement, pose une main sur son épaule. Rambo baisse son âme. Puis, il la dépose au sol. Quelques minutes plus tard, les renforts arrivent. Tisle, grièvement blessé, est emmené à l'hôpital. Rambo, menotté, marche lentement vers la sortie. Et c'est ainsi que se termine cette histoire. Et toi, penses-tu que Rambo avait raison de se battre jusqu'au bout?